Là, le sujet qui m'a été donné, c'est la Suisse. Quels enseignements pour la France? Donc, c'est toi qui m'as suggéré un tel sujet. Je dirais que, avant d'aborder le fond, je vais donner quand même un certain nombre de préalables qui doivent, à mon avis, vous donner une idée quand même des différences, je dirais, irréconciliables entre les deux pays. D'abord, je rappelle que la Suisse n'a jamais été une puissance coloniale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sur son sol des populations qui sont en position de créance par rapport à la métropole, par rapport à la population de souche. C'est un point très important. C'est un pays qui n'a pas de façade maritime, c'est un pays qui est majoritairement protestant, même si aujourd'hui les deux religions dominantes s'équilibrent, y compris à Genève. C'est un pays que les Français considèrent comme étant un pays francophone. Non, c'est un pays qui est majoritairement allemand. Je rappelle quand même que les 7/10 de la Suisse sont allemands. Et quand je dis allemand, c'est pas vrai. Ce sont des Suisses allemands. Et si vous voulez, je pourrais revenir dans la discussion qui suivra mon exposé sur la différence entre les Allemands et les Suisses allemands. On a une problématique de style corse dans toute la partie alémanique de la Suisse qui est assez intéressante. Je dirais également que c'est une nation qui est extrêmement hétérogène, ce qui n'est pas le cas de la France. La France est un pays qui est extrêmement unifié. C'est une nation pour qui la notion de centralisation est phobique, je répète bien, phobique. Il n'y a pas de centralisation en Suisse et les Suisses n'en veulent pas. Je reviendrai là-dessus. Et ensuite, c'est un pays où le pouvoir est distribué entre 26 États souverains. Je rappelle qu'il y a 26 cantons et que chaque canton dispose de sa constitution, de son drapeau, de son parlement, de son exécutif, de ses lois. Donc c'est un pays qui est quasiment aux antipodes de la France. Alors, la première différence, c'est ce que l'on appelle la Willensnation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Suisse est un pays qui est un pays de libre association. Je rappelle qu'en France, les départements, les régions ont été progressivement et à coups de canon agrégés à l'Île-de-France. Ça n'est pas du tout le cas en Suisse. Hein. Depuis maintenant près de 700 ans, les cantons ont décidé volontairement de s'agréger à d'autres cantons pour arriver au chiffre aujourd'hui de 26 États souverains, 26 cantons. C'est évidemment quelque chose qui remonte à 1291, donc c'est un processus qui a aujourd'hui plus de 700 ans. C'est pour vous donner une petite idée. Et si, comme l'écrivent Feldman et Lenné dans un ouvrage que vous avez probablement lu qui s'appelle « Transformer la France », si en France c'est l'État qui a créé la nation, en Suisse, le mouvement est rigoureusement inverse. La nation a créé l'État, et je vais y venir dans un instant, s'est débrouillé, la nation, c'est-à-dire les citoyens, se sont débrouillés pour créer un État le plus faible possible. Le plus faible possible. Donc ce sont les communes qui ont consenti à se rassembler à l'intérieur des cantons, et c'est ensuite les 26 cantons qui ont consenti à se doter d'un État fédéral, on l'appellera central pour des raisons de commodité. Donc, lorsque en 1836, Tocqueville écrit « Il y a des cantons, il n'y a pas de Suisse », je rappelle, c'est 1836, hein, « Il y a des cantons, il n'y a pas de Suisse », c'est un point de vue extraordinairement lucide à l'époque, et fondamentalement, rien n'a véritablement changé. Ça, c'est la première enseignement, ce sont des États qui se sont agrégés sur une base volontaire. Deuxième grande caractéristique de la Suisse, c'est la démocratie directe. Il y a une réalité du pouvoir, et le pouvoir est entre les mains des citoyens. Alors vous allez me dire, en France aussi, nous avons le pouvoir. C'est-à-dire que tous les 5 ans, nous allons voter, et entre les 5 années, nous élisons un certain nombre d'élus, de parlements. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'autorité fédérale en Suisse est faible, elle est très faible. Elle est faible vis-à-vis de l'Union européenne, et s'il y a des gens qui habitent ici en Suisse, je crois en voir une là-bas, l'autorité fédérale est faible à l'égard de l'Union européenne, mais l'autorité fédérale est faible à l'égard des cantons. C'est très important. Les cantons n'ont jamais accepté de concéder à la fédération, c'est-à-dire à l'exécutif fédéral, des compétences qu'ils se sont bien gardés de concéder, qu'ils ont conservées. Bon, alors vous allez me dire, mais la Suisse, est-ce que la Suisse est une démocratie directe? Je dis la Suisse est une démocratie directe dans deux
des 26 États. Aujourd'hui, vous avez 2 États qui sont Glaris et Appenzell Rhône intérieur, où il y a ce qu'on appelle Landsgemeinde, où une fois par année, la population se réunit sur la place du village et vote les lois valables pour l'année en cours. C'est quelque chose qui est folklorique, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Dans les 24 autres cantons, c'est un régime d'assemblée. C'est un régime d'assemblée. Vous avez 2200 communes en Suisse. Dans 500 des 2200, vous avez un parlement. Vous avez des communes de 500 habitants, vous avez un parlement. C'est-à-dire les gens ont été élus par les résidents et se réunissent pour voter des lois. Et vous verrez que les communes ont un rôle extrêmement important. Je crie très fort, comme ça, je suis persuadé que vous ne vous assoupirez pas. Alors, je dirais que c'est la base fondamentale en Suisse, c'est la méfiance des citoyens à l'égard de l'État. C'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental. Si vous observez par exemple l'État fédéral est simple, il est très économique, l'État fédéral est très économique. Selon l'OCDE, parmi les systèmes parlementaires européens, le Parlement suisse serait le moins coûteux. Et je prends également un autre indicateur qui me semble très intéressant, ce sont les assistants parlementaires. Dans l'OCDE, la moyenne des assistants parlementaires serait de 3,5 par parlementaire. C'est un ratio qui tombe à 0,6 en Suisse. Donc on voit que les électeurs restent profondément opposés par des votations régulières à ce que l'État prenne de l'importance. Je ne dis pas que l'État n'existe pas. Je dis simplement qu'on voit chez les citoyens helvétiques la volonté de tenir en laisse un État, et on y viendra dans un instant, de plusieurs manières. Je regarde également la durée des législatures. La durée des législatures était à peine de 3 ans jusqu'en 1931, c'est-à-dire qu'on confie un mandat à un élu, mais on se débrouille pour qu'à tout moment, cet élu puisse être contrôlé, ou en tout cas si la législature est courte. On n'a pas l'histoire le septennat français, est quelque chose qui, du point de vue suisse, était quelque chose d'absolument délirant. Les séances parlementaires sont très courtes, c'est également une chose que les Français ne savent pas, mais il y a 4 séances annuelles à Berne, 4 séances annuelles qui sont chacune de 19 jours. C'est-à-dire, j'ai fait un calcul, ça fait assez facile, ça fait 76 jours. Il y a 76 jours de Parlement fédéral. Si vous ajoutez les week-ends, on est à 185 jours. À 185 jours, vous regardez, c'est exactement la médiane annuelle. Ça veut dire que les séances parlementaires à Berne des élus à l'Assemblée fédérale doivent, dans ces conditions, rester 185 jours dans leur canton, dans leur commune. C'est la raison pour laquelle les séances parlementaires à Berne sont finalement très concentrées, ne s'éternisent pas. C'est pour permettre aux élus qui vont à Berne voter des lois fédérales de retourner dans leur canton et d'y agir à la manière de miliciens. Et c'est très intéressant aussi. On a en Suisse un système de parlement de milice, même si il est aujourd'hui en voie probablement de dépérissement, mais je vois quand même que 82% des conseillers nationaux sont des miliciens. Les conseillers nationaux sont ceux qui siègent à l'équivalent de notre Assemblée nationale, et 60% des conseillers des États sont des miliciens, c'est-à-dire ce sont nos sénateurs. Je veux dire, par miliciens, ça veut dire que ce sont des gens qui, parallèlement, sont médecins comme Patrick, sont avocats, sont agriculteurs. Ce sont des gens qui exercent un métier parallèlement à leur activité de parlementaire. Alors, la raison est simple, c'est que les indemnités ne doivent pas permettre aux parlementaires de s'autonomiser et de ne vivre que de sa rémunération de parlementaire. C'est un point aussi qui me paraît très intéressant, c'est de bloquer toute tentative d'autonomisation du personnel politique à l'égard des administrés. Alors, le point évidemment central du fonctionnement de la société suisse, ce sont ce qu'on appelle les droits populaires. Les droits populaires se résument à 4 droits. Le premier dans l'ordre chronologique apparaît en 1848, c'est le référendum obligatoire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même assez intéressant. Le référendum obligatoire en 1848 fait obligation au Parlement fédéral, fait obligation à l'exécutif fédéral
de soumettre à la population, c'est-à-dire de soumettre aux citoyens, la ratification de traités. L'histoire de Maastricht, les traités internationaux doivent être, depuis 1848, soumis à la population. Et la population est en droit, évidemment, par voie électorale, de s'y opposer. Hein, c'est un point très important. Le pouvoir exécutif ou l'Assemblée fédérale n'a pas la compétence, hein, en tout cas cette compétence lui est sévèrement rabotée. Deuxièmement, c'est le référendum facultatif. Le référendum facultatif est très différent. Avec le référendum facultatif apparaît ce que j'appellerais, moi, une procédure politique de type bottom-up. C'est-à-dire que, autant le référendum obligatoire fait obligation à l'État de soumettre un texte de loi, de soumettre une loi à la population, avec le référendum facultatif, évidemment, avec l'initiative populaire, c'est la population qui prend l'initiative, soit de s'opposer à une loi. Le référendum facultatif date de 1874, et l'initiative populaire permet à la population d'initier une loi, et elle date de 1891. Donc, vous avez compris que dans le référendum facultatif, une loi a été votée dans une assemblée, qu'elle ce soit une assemblée communale, cantonale ou fédérale, et la population, dans un délai qui va de 3 mois à 6 mois, a la possibilité de récolter des signatures, et si le quorum de signatures par canton est réuni, à ce moment-là, la loi qui a été votée et qui logiquement devrait être appliquée par l'exécutif est soumise à la population qui peut s'y opposer de manière démocratique et pacifique. Et dans l'initiative populaire, c'est une loi qui aurait été négligée par une assemblée élue et que la population initie de son propre chef. C'est quelque chose qui, évidemment, nous fait sursauter, mais qui, je rappelle, quand même fonctionne depuis 1891. C'est quand même, quand je vois les journalistes français s'extasier sur Porto Alegre et sur le fait que dans tel pays d'Amérique latine, les gens ont pu voter sur la construction d'une sanisette ou d'une piste cyclable de 450 mètres entre la gare routière et la gare ferroviaire, je suis absolument sidéré par le degré de médiocrité, de paresse intellectuelle de ces journalistes qui arrivent à nous donner en exemple des choses qui sont mais tellement aux antipodes de ce qui se passe quand même jamais. Enfin, c'est un peu plus loin que 3h30, enfin, de Lausanne, c'est 3h30 de train de Paris. Bref, et là-dessus, bien entendu, vous avez le droit de pétition qui vient souder tout ça, puisque je le rappelle, ces droits, hein, pas le référendum obligatoire, mais le référendum facultatif et l'initiative populaire, ne sont appliqués et ne rentrent en ligne de compte que sous réserve que les citoyens se soient mobilisés, et cette mobilisation, elle se fait à travers une récolte de signatures par des comités référendaires. Il n'y a rien de plus pacifique que ça. Hein, et je fais ici une remarque qui me semble assez pertinente. On est très loin des systèmes californiens aux États-Unis où les partis, dans le cadre d'initiatives populaires, font usage massif de la publicité télévisuelle, faussant totalement, évidemment, les résultats. Si vous avez la capacité d'utiliser la télévision à des heures de grande écoute en bastonnant des informations qui sont plus ou moins bonnes, ça me paraît évidemment aberrant. Alors regardez cette statistique. Vous avez, pourquoi est-ce que je vous donne cette statistique? D'abord, en 170 ans, vous avez quand même 601 votations populaires. Hein, c'est quand même pas la construction d'une voie cyclable entre la gare ferroviaire et la gare routière. Donc, en référendum obligatoire, regardez, vous en avez eu 167 acceptés. Le taux d'acceptation de ce que l'État, de ce que l'exécutif fédéral entreprend est finalement largement ratifié par les citoyens. Hein. Dans 75% des cas, dans 75% des cas, la population ratifie l'action de l'autorité centrale. Maintenant, le référendum facultatif, là on voit déjà que la population est beaucoup plus résistante. Il n'y a qu'à peu près, à peu près 60% des textes qui sont acceptés. Ça veut dire que ce qui a été voté dans une assemblée, dans 40% des cas, a été rejeté.
Une fois que ça a été soumis à la population, à la demande des citoyens, ça a été rejeté. Et enfin, regardez l'initiative populaire qui fait tellement peur, elle n'est finalement acceptée que dans 10% des cas. C'est-à-dire que dans 90% des cas, l'initiative populaire est rejetée. Quand je pense à la phobie que des politiciens français, à l'idée que les Français puissent se saisir d'un tel outil, je me dis qu'ils ne connaissent pas ce type de statistiques. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais les Suisses ne sont pas des Français, vous avez peut-être raison. Mais, là aussi, chose qui est très intéressante, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, vous avez dû entendre, je fais ici une petite parenthèse, que le 4 mars dernier, c'est-à-dire il y a 15 jours, a été voté en Suisse, a été rejetée une initiative populaire sur la redevance audiovisuelle. Je pense que vous avez entendu ça. Ça a été rejeté, ça a été largement reçu, ça a été rejeté, je crois, par plus de 70% des votants en Suisse. C'est une défaite pour les initiants qui bataillaient pour la suppression de la redevance audiovisuelle. Mais, et c'est ce qui me paraît très intéressant, ceux qui ont gagné, c'est-à-dire les tenants de la redevance audiovisuelle, ont quand même pris la mesure de ce que certains Suisses exprimaient, à savoir le refus de payer une redevance obligatoire annuelle, et ont d'ores et déjà décidé de diminuer le montant de la redevance en fonction de cette initiative. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une position de guerre de tranchées ou de guerre front à front, on prend le responsable politique, les responsables politiques sont tenus par toute une série d'éléments d'ordre culturel, sont tenus de prendre en compte ce que la société suisse a malgré tout, ce qui a émergé de la société suisse, en l'occurrence un certain refus de devoir payer un tel impôt. Alors, un autre point qui est important, alors ce mot, c'est la subsidiarité. Alors ne cherchez pas ce mot, il n'existe pas. Vous pouvez, moi je suis en train d'écrire un autre bouquin sur la Suisse. Ça m'a amusé de chercher dans les ouvrages, dans les grands dictionnaires, les énormes dictionnaires, les litrés, etc., la notion de subsidiarité, ça n'existe pas. C'est-à-dire ce mot n'existe pas dans la langue française. Il y a subsidiaire, il y a subsidiairement, mais la subsidiarité n'existe pas. Je rappelle que par subsidiarité, on entend qu'au plan politique, n'est abandonné à l'échelon supérieur ce qui ne peut être résolu à l'échelon de base. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas être résolu à cet échelon-là, on consent à le remettre à un échelon supérieur, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, et c'est considéré comme un échec. Ce qui ne peut être résolu par ceux qui sont concernés et qui doivent s'en remettre à une autorité supérieure, c'est considéré comme un échec. L'échelon supérieur est une force d'appoint, c'est une force subsidiaire. Elle intervient au titre subsidiaire. Elle n'intervient qu'en dernier recours. Je pense là à une chose incroyable. Je regardais Cyril Hanouna la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et oui. Mais j'en regrette pas parce que justement, ce soir, comme ça, je peux vous citer cette anecdote que je trouve très, très parlante. Et il y avait Yann Moix sur son plateau. Et Yann Moix revenait de Calais. Et Yann Moix disait c'est scandaleux, les migrants ont été tabassés par la gendarmerie mobile, c'est un massacre, etc. Je veux parler à Macron. Et Hanouna, qui est quand même pas, sorti d'Harvard, le gars lui dit mais au lieu de parler à Macron, t'as pas cherché à parler avec la députée maire locale? C'est ça la subsidiarité. Donc logiquement, le Yann Moix sur place, d'abord on se demande, il n'aurait pas dû être là, ça aurait dû être résolu par les Calaisiens, ou ça devrait être résolu par les Calaisiens, puis il aurait peut-être dû d'abord parler avec le commissaire qui était en charge du maintien de l'ordre, éventuellement avec le sous-préfet, éventuellement avec le préfet de région, avec le député maire, et puis après le ministre en charge de l'immigration, et puis ensuite et puis au bout de 6 mois, 1 an, faute d'avoir eu des entretiens productifs avec toute cette hiérarchie qui est quand même là et qui est payée et qui constitue le secteur public, d'accord? Ce ne sont pas des bénévoles. Donc, on aurait pu imaginer qu'au bout de 6 mois, le Yann Moix, par dépit, se dise maintenant je vais parler à Macron, ou de moi je vais essayer de lui parler. Non, tout de suite, lui, on est dans un système absolument monarchique, on a un roi thaumaturge, et le roi thaumaturge qui soigne les lépreux, qui soigne les maux
en les touchant, le roi thaumaturge est à l'Élysée. Et c'est la raison pour laquelle, de manière très logique et intelligente, Yann Moix dit, comme Léonarda, je rappelle qu'elle est toute réfugiée, analphabète qu'elle était dans son collège où elle n'allait pas souvent, elle avait très bien compris que pour régler son sort, il valait mieux s'adresser à François Hollande qu'au préfet de région. Et en tout cas, mieux qu'à son directeur d'école. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on attend de Parlement, c'est la raison pour laquelle il y a une telle action. La subsidiarité souligne en creux la défiance qu'inspire l'État. Je pense que c'est quelque chose qui est très frappant. L'État, du point de vue suisse, ne crée aucune richesse. C'est un organisme suspect, éventuellement et potentiellement arbitraire. Donc ce sont les citoyens suisses qui, tous les 15 ans du reste, votent les crédits pour le fonctionnement de l'État. Ils l'ont voté du reste le 4 mars. Ils ont voté un crédit. Donc on est très loin là aussi du système américain, où ce sont les chambres qui votent les crédits de fonctionnement de l'État fédéral. Ensuite, ce sont les citoyens, dans les 26 cantons, qui votent les crédits pour que fonctionne la défense nationale, les douanes, les écoles polytechniques fédérales, l'entretien des grands axes routiers, etc. Alors, je dirais que la véritable substance de la Suisse, ce sont ses communes. Je vous ai parlé des comptes de l'État fédéral, qui est quand même assez flasque et dépourvu de gros moyens. Je vous ai parlé des cantons. Je pense que la vraie source du pouvoir se situe en Suisse à la base, et elle se situe au niveau des communes. C'est là que le souverain, c'est-à-dire le peuple souverain, conserve la main. C'est le berceau de la citoyenneté. Je rappelle que c'est la commune qui accorde en Suisse le droit de bourgeoisie. C'est le droit de bourgeoisie. Je rappelle que le droit de bourgeoisie, ça a émancipé le citoyen de la dépendance à un suzerain. C'est pas anecdotique. Ça n'est pas anecdotique. Le citoyen dépend de sa commune, et c'est dans la vie communale que démarre toute carrière politique. Un Macron, un Villepin, qui n'ont été élus nulle part. L'un est sorti du Quai d'Orsay et l'autre est sorti de la banque Rothschild. C'est quelque chose d'absolument impensable. Impensable. Tous les hommes politiques suisses, c'est à peu près pareil en Allemagne, du reste. Les hommes politiques dans les pays germaniques sont des gens qui commencent à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, au travers d'un système d'association. Je crois que la Suisse a la plus grosse densité mondiale d'associations, que ce soit poulistes, arbalétiers, etc. C'est dans la vie communale que se fait l'apprentissage de la citoyenneté et l'apprentissage des usages de la politique. Emmanuel Macron, tout le respect que je lui dois, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience de la vie politique au sens où la vivent les gens. Alors que dans une commune de 500 habitants, vous vous réunissez pour savoir si Patrick de Cazenove, qui est espagnol, doit ou non jouir de la nationalité de la Suisse. Eh bien écoutez, nous nous réunissons pour savoir, mais nous le connaissons puisqu'il habite la commune. Nous le voyons tous les jours, et au bout de 10 ans, nous pouvons nous dire, effectivement, il ne boit pas, il n'a pas un casier judiciaire trop chargé, il conduit de manière convenable quand il passe dans sa grosse voiture devant une école, il est donc apte à devenir citoyen helvétique. C'est là où se forme la citoyenneté, c'est là où elle s'exerce la citoyenneté. Et quand je vois notre président qui dit « vous discutez et je décide », on voit très bien que ça n'est pas la manière où, dans une assemblée communale, se font les décisions. Dans une assemblée communale, ici, si je vous dis ce soir, après le dîner, vous allez tous boire du schnapps, il y aura des gens pour dire « je n'aime pas le schnapps, moi je préfère du whisky single malt, etc. » Il y aura de la discussion, il y aura forcément un compromis, et on ira tous probablement boire du champagne. Donc, c'est la commune qui est le lieu de la citoyenneté, c'est la matrice de l'organisation politique suisse. Je rappelle qu'il y a 2222 communes et que la moitié des communes ont moins de 400 habitants. Ça veut dire que dans toutes ces communes, vous avez des gens qui se réunissent pour décider de la vie politique. Alors, quand vous me dites, oui, mais
ils se réunissent ils discutent de quoi? Ils discutent du type de vin qu'il y aura sur la table lors de l'assemblée des buveurs de vin? Non. Je veux dire, ils discutent du fonctionnement d'établissements médicaux spécialisés, ils discutent de la politique scolaire, ils discutent de l'entretien des routes, ils discutent de la naturalisation des étrangers. On est, à peu près le tiers du budget suisse est affecté aux communes. Donc elle lève l'impôt et elle gère cet impôt. Donc c'est colossal. Hein, c'est véritablement la matrice et on mesure la vigueur de la subsidiarité en ce que ces missions variées et ces missions qui sont fondamentales sont exercées dans des agglomérations médianes de moins de 5000 habitants. Alors, caractéristiques de l'organisation politique. Alors j'ai dit ici régionalisation. En effet, on ne peut pas parler de décentralisation en Suisse parce qu'il n'y a jamais eu de centralisation. La centralisation n'existe pas. Elle a été momentanée pendant la période napoléonienne, mais ensuite, évidemment, les cantons ont repris leur souveraineté. Donc les 26 États qui constituent la Suisse ont empêché, ont freiné toute velléité de centralisation. Alors pourquoi est-ce que les 26 États ont freiné toute velléité de centralisation? C'est très simple. Vous avez un canton comme Zurich qui a 1 500 000 habitants, et puis vous avez des cantons comme Appenzell, Rhône intérieur, qui ont 15 000 habitants. Il est clair que dans une opération de centralisation, les petits cantons, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ont tout à perdre face aux cantons de Vaud, de Berne, de Genève ou de Zurich. Donc un des éléments qui a freiné la centralisation que l'on voit à l'œuvre dans des pays démentiels comme en France, c'est évidemment le respect de la souveraineté cantonale et le refus des citoyens de chacun de ces 26 cantons de se voir un jour passer sous le joug d'un canton plus démographiquement ou économiquement plus puissant que l'autre. Alors, l'avantage, évidemment, de la structure cantonale, c'est qu'elle est adaptée au marché, elle est adaptée au terrain, et je dirais qu'ici, ce sont des laboratoires. Hein. Le système suisse est une expérience de gestion scolaire ou une expérience de programme scolaire ou de fonctionnement d'un établissement médical spécialisé démarre dans le canton de Schwyz. Il y aura de l'analyse et de l'évaluation, et si ça marche bien, comme ça a par exemple été la gestion des salles de shoot à Zurich, c'est ensuite, si l'évaluation est positive, ça peut être ensuite généralisé aux cantons qui sont demandeurs, et où la population ne va pas s'y opposer. C'est très important. Vous avez compris que la population, à tout moment, est en mesure de s'opposer à des lois qu'elle estime lui être imposées. Et quand je dis que la population a à tout moment la capacité de s'élever et de s'opposer à une loi qui lui est imposée, c'est une capacité qui est légale. Hein, c'est une capacité légale qui va rentrer dans la loi. C'est-à-dire que c'est le peuple qui fabrique ces lois. Il n'y a pas de conseil constitutionnel en Suisse. Puisque c'est la population qui fabrique les lois. C'est intéressant. Donc ça veut dire qu'on est dans un système où il y a du benchmarking, il y a des évaluations. Je cite la Bastia, tout inventeur fait sa machine en petit avant de la faire en grand, hein, c'est dans la loi. Et ben je pense que c'est évidemment le système qui fonctionne. Deuxième point, c'est le pragmatisme. On a une politique de proximité, en raison évidemment de la politique communale, et le pragmatisme est évidemment incontournable. Vous observerez que les Suisses, les citoyens n'ont pas de pouvoir de révocation. C'est-à-dire que ceux qui sont élus le sont pour la durée du mandat. Simplement, durant la durée du mandat, les citoyens ont la possibilité de contrarier la politique de celui qui n'est pas révocable. C'est important. Et capacité de contrarier la politique, non pas en brûlant des pneus ou en saccageant les portiques écotaxes, mais encore une fois, en signant des pétitions et en amenant une majorité communale, une majorité cantonale, voire une majorité fédérale, à voter la loi contre ce qui est considéré comme attentatoire aux droits de certains. Alors, je dirais que le pragmatisme est quelque chose qui est largement répandu. Et c'est toujours très dur de trouver des exemples de pragmatisme. J'en ai trouvé un en lisant un ouvrage extrêmement intéressant d'un sociologue allemand
et qui a analysé le profil des cadres supérieurs dans les grandes entreprises européennes. Et il observe que dans des pays comme l'Italie ou comme l'Espagne, il n'y a pas d'étrangers dans les grandes entreprises. Il n'y a que des Italiens ou il n'y a que des Espagnols. En France, à peine 5%. À peine 5%. En Angleterre, ça va déjà un peu mieux, il y en a à peu près 35%. En Suisse, c'est 70%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence nationale. Si le type est bon, il peut être moldave, il peut être kosovar, il peut être comme Thiam, X-Min, et rejeté par l'établissement français et se retrouver à la tête du Crédit Suisse. Hein, c'est intéressant, le type est black. Ben écoutez, apparemment, moi je me rappelle d'un article dans les Échos en disant « Oh là, au siècle, vous vous réveillez ?» hein, parce qu'il ne trouvait pas de job, il était parti, je crois, d'abord à Londres, et ensuite il s'était retrouvé à Paris. Alors, moi je vois que... Ouais, non, ça c'est un peu trop tôt, attends, je reviens. Alors j'en suis là, donc j'en ai plus pour tellement longtemps, j'en ai encore pas à peu près 1h30. Donc on est dans une politique de consensus, c'est une politique de consensus, pragmatisme, consensus. Là aussi, quand vous êtes en train de gérer une assemblée communale, vous ne pouvez pas dire vous discutez, je décide. Hein, soit vous êtes le suzerain et vous êtes le seigneur du fief, et à ce moment-là, vous laissez parler vos gueux, et à la fin, c'est vous qui décidez. Vous discutez, je décide. Mais dans une assemblée démocratique, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut emporter l'adhésion, et cette adhésion, à la fois, ça passe par du pragmatisme, ça passe par du consensus, et ça passe surtout par ce mot qui, en France, est honni. Hein, on va le voir demain avec la grève de la SNCF, qui est la notion de compromis. Hein, en France, il n'y a pas de compromis. Si vous faites un compromis, c'est que soit vous avez perdu, soit vous abandonnez la lutte, soit le type vous passe sur le corps. C'est une aberration française. Hein. On ne fonctionne bien qu'en acceptant que, comme pour le bilag, comme pour la redevance audiovisuelle, que vos adversaires, probablement, ont aussi raison. Ils n'ont pas forcément totalement raison, mais il y a peut-être du vrai dans la position qu'ils défendent. Donc le compromis, c'est ça. Hein, c'est ne pas imposer une vision dure et victorieuse, hein, mais c'est chercher le compromis. Et pourquoi est-ce qu'encore une fois, le compromis est nécessaire? Parce que le peuple détient des droits populaires qui peuvent à tout moment remettre en question une situation qui serait considérée comme étant arbitraire. Si vous n'avez pas un consensus, et si vous n'avez pas un compromis acceptable, toi, Vincent, tu diras pétition, hein, référendum. Et à ce moment-là, tu vas commencer à drainer dans la salle ici sur une liste des noms, et puis dans 6 mois ou dans 1 an, ce que je croyais avoir gagné va être soumis à la votation de la population, qu'elle soit population communale, cantonale ou fédérale. Donc on est dans un système où les élus ont une corde au cou, hein, ils le savent, et c'est probablement une des raisons qui fait que la devise des conseillers fédéraux, c'est-à-dire des 7 ministres suisses, c'est servir et disparaître. Et je le disais dans le Figaro, il y a 3 semaines, les députés socialistes qui ont été chassés de l'Assemblée nationale, et qui, évidemment, comme ils ne savent pas faire grand-chose, ils sont au chômage, hein, et ils disaient c'est quand même scandaleux, avec tout ce que j'ai fait pour mes administrés, il y a un manque total de reconnaissance. Je pense que vous avez tous en tête les paroles totalement démentes d'Henri Guénaud, le soir des élections législatives. Hein, on disait « je vomis mes électeurs ». Vous vous rappelez de ça? C'était tout simplement dément. Je vomis mes électeurs. Hein, parce que dans le 5e arrondissement de Paris, il s'était retrouvé 6e sur les 8. Alors, je vais citer Bastia ici, parce que je trouve que c'était beau. Il y a trop de grands hommes dans le monde, il y a trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de société, conducteurs de peuples, pères des nations, etc. Trop de gens se placent au-dessus de l'humanité pour la régenter. Trop de gens font métier de s'occuper d'elle. Écoutez, quand je vois que la devise des conseillers fédéraux est servir et disparaître, je me dis qu'ils ont peut-être lu Bastien. Alors, dernier point
et après j'en aurai terminé, c'est les bases du fonctionnement de l'organisation politique. D'abord, je pense qu'on a des citoyens qui sont éduqués, je pense que là aussi, l'éducation protestante a beaucoup joué. Au XIXe siècle, tous les grands pédagogues, d'abord, se trouvent en Suisse, et tout ce qu'il y a comme curieux des initiatives pédagogiques se rendent dans le canton de Vaud, se rendent à Genève, se rendent à Zurich, pour voir comment ces pédagogues agissent avec des populations de gens qui sont massivement illettrés. Et aujourd'hui, on a évidemment des gens qui sont éduqués. On a des gens qui sont éduqués. Vous m'avez posé la question tout à l'heure de est-ce que je pourrais disserter là-dessus. Je peux, mais je ne le ferai pas ce soir parce que c'est quand même hors sujet. Mais c'est une population qui est massivement éduquée. Quand on dit ça, c'est du blabla, mais dès l'instant où on se réfère au test PISA, on s'aperçoit que au niveau du calcul, de la maîtrise, de la grammaire et en sciences, la Suisse est largement devant quasiment tous les pays européens sauf la Finlande. Mais je rappelle quand même que la Finlande, c'est un pays qui est uniforme au plan ethnique, uniforme au plan linguistique. C'est un pays très à part. Donc, et surtout, quand je regarde le chômage des 15-24 ans en Finlande, il est 3 fois supérieur au chômage suisse, des 15-24 ans. Que je me dis, on s'extasie sur la Finlande, c'est sympa, c'est plus sympathique probablement de prendre un avion et d'aller à Helsinki, et puis de passer 4-5 jours dans les lacs autour, que d'aller à Zurich ou d'aller à... c'est moins exotique que d'aller à Lausanne, mais je pense qu'il vaut mieux aller à Lausanne. Et quand je dis qu'il vaut mieux aller à Lausanne, j'en veux simplement pour preuve que l'année dernière, vous avez eu, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 30 délégations qui sont venues voir comment fonctionnait le système d'apprentissage dual. C'est-à-dire, vous connaissez, ce sont ces gamins qui, 80%, c'est 65% des jeunes Suisses, à la fin de la scolarité obligatoire, à la fin de la 3e, partent en entreprise, et le tiers restant va dans ce qu'on appelle la filière gymnasiale, c'est-à-dire qui mène possiblement vers les universités. Donc, à la fois, les tests PISA le montrent, on voit également la performance des hautes écoles universitaires. Les écoles polytechniques fédérales ridiculisent l'école polytechnique de Palaiseau où j'ai enseigné pendant 18 ans, donc je sais de quoi je parle, et il n'y a aucun hasard sur le fait que l'école polytechnique de Palaiseau soit ridicule dans les sondages. Ils ne s'y mènent pas de recherche, et les étudiants qui rentrent à l'école polytechnique n'y vont pas pour faire de la recherche. Ils rentrent pour pouvoir défiler le 14 juillet avec leur plumeau sur la tête, et ensuite pour travailler à la Société Générale. Donc évidemment, dans ces conditions, vous n'allez pas publier dans des revues scientifiques de premier rang aux États-Unis, en Angleterre ou au Japon. Vous coulez simplement des banques derrière. Alors, citoyenneté responsable, écoutez, j'ai pris l'image absolument lamentable de Chirac en train de me voler mon argent, puisque moi je paye à Paris mes tickets de métro. Lui, comme vous le voyez, il passe par-dessus la barrière. C'est tout simplement hallucinant. Puis vous ne vous voyez pas la photo, mais vous avez tous ces attachés, vous avez tous en escorte de premier de la classe qui sourient et qui approuvent le geste de cet imbécile. Donc, des citoyens responsables, écoutez, les citoyens responsables, vous les voyez par exemple dans la manière dont les Suisses ont rejeté la semaine des 32 heures, la 6e semaine de congés payés, les baisses d'impôts, le revenu de base universel. Vous vous rappelez à quel point on nous a bassinés avec ce truc, avec Benoît Hamon, le revenu de base universel, puis apparemment ça revient dans la discussion, ça revient maintenant, la construction des minarets, bref, aucun sujet n'est tabou. Aucun sujet n'est tabou, et ça me paraît extrêmement, là aussi, extrêmement intéressant. Alors, je dirais qu'ils n'ont succombé à aucune chimère. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir la quantité d'experts qui, apparemment, sont aveugles à cette lucidité d'un peuple qui vote constamment. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais les Suisses votent 4 fois par année sur une grande série de votations. Donc, par ces votations, et les résultats qui se dégagent de ces votations, je cite ici Krashtev, dont tout le monde a probablement entendu parler parce que c'est la nouvelle idole du monde, de la politologie, dans un bouquin qui s'appelle Le destin de l'Europe,
demandez-leur de voter en faveur d'une augmentation des dépenses en matière de politique sociale, ils le feront. Ben non, justement, vous avez le cas suisse qui montre que on peut proposer des semaines, des congés à tire-larigot. Vous avez des populations, c'est quand même 8 millions d'habitants, c'est quand même pas la principauté d'Andorre. Vous avez 8 millions d'habitants qui réagissent en disant non, on n'en veut pas. Donc, et je cite toujours Krashtev qui dit les droits populaires sont le moyen le plus pervers pour manipuler le peuple. Donc on est quand même dans un contexte très intéressant où vous avez une population qui a véritablement la maîtrise de son destin. Je veux dire, le destin aujourd'hui il est international, donc je veux bien croire que l'Union européenne, que la Commission européenne, que le Parlement de Strasbourg ont un énorme rôle sur le fonctionnement, un énorme impact sur le fonctionnement de la démocratie suisse. Mais enfin, la population en interne, elle vote constamment et elle se donne les moyens de sa prospérité. Alors, concernant ces réserves aristocratiques à l'encontre du peuple, je ne vous cite pas ici Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui lui tient des propos terribles sur les droits populaires et sur le fait qu'on redevient un primitif lorsque l'on abandonne ses droits à la population, on régresse, d'accord? Et je cite ici Bastiat, parce que c'est beau aussi. Se croit-il pétri d'un autre limon que le reste des hommes? Ils disent que la société, abandonnée à elle-même, court fatalement aux abîmes parce que ses instincts sont pervers. Ils prétendent l'arrêter sur cette pente et lui imprimer une meilleure direction. Ils ont donc reçu du ciel une intelligence et des vertus qui les placent en dehors et au-dessus de l'humanité. Vous discutez, je décide. C'est pas lui, ça c'est pas Bastien. Qu'ils montrent leur titre. Ils veulent être bergers, ils veulent que nous soyons troupeaux. Cet arrangement présuppose en eux une supériorité de nature dont nous avons bien le droit de demander la preuve préalable. Donc, il est clair qu'on est sur un système qui fonctionne de manière bancale dans pas mal de pays et qui, à mon avis, pourrait, concernant la Suisse, être un élément de comparaison vertueux. Alors, les éléments d'explication sur la prospérité de la Suisse, c'est la diversité linguistique, diversité ethnique, la phobie du tyran. Hein, je pense que c'est pas pour rien que nous avons, nous, comme emblème, Jeanne d'Arc ou le coq gaulois, et que eux, c'est Guillaume Tell. Guillaume Tell, c'était vraiment un prolo, mais qui défendait ses droits. Alors, en conclusion, quelles sont les pièces de l'organisation suisse dont la France pourrait s'inspirer? Je pense que la première pièce, ce sont les droits populaires, hein, et notamment les référendums facultatifs et l'initiative populaire. Les modalités de mise en application devraient pouvoir se calculer en fonction du nombre d'électeurs, à peu près 2,5% par région ou pour le pays dans son entier. Ensuite, à partir de là, si ce quorum est rassemblé, réuni sur la base de pétitions, à ce moment-là, on soumet la question à la population concernée ou à l'ensemble du pays, si la question concerne l'ensemble du pays. Le deuxième point, et j'étais venu ici il y a quelques années pour plaider ça, ce sont les modalités de consultation. Je pense qu'il faut surtout s'éloigner de ce que l'on appelle en France le référendum ou les plébiscites. Si vous posez une question unique, vous êtes mort. Celui qui pose la question unique est mort. Il faut, comme en Suisse, il faut noyer les questions, il faut les marier. Hein, le 4 mars, il y avait le vote sur le budget fédéral sur les 15 années. Il y avait sur un autre vote sur la redevance audiovisuelle. Ça n'a rien à voir. Il y avait à Genève, il y avait 3 ou 4 autres objets qui étaient posés, je ne me souviens plus lesquels. Hein. La dernière fois, c'était le réaménagement d'une caserne pour la transformer, je ne sais pas, en terrain de foot ou en parking. Bref, si de manière subtile, vous posez 5 ou 6 questions qui sont d'amplitude variable, les gens, les citoyens ne peuvent pas répondre par la négative. Ils sont obligés de phosphorer pour que la réponse ait un sens. Même le plus crétin ne pourra pas répondre non, 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 parce qu'il sort de chez son médecin, et son médecin lui dit que tu as un cancer généralisé. D'accord ? On est dans ce cas-là, on est obligé de réfléchir aux questions posées. Il faut également qu'il y ait une périodicité, il faut que les gens votent de manière régulière.
Les Suisses votent 4 fois par année, et ils votent 4 fois par année dans les 26 cantons sur les objets qui sont fédéraux, mais dans chaque canton, vous avez des objets sur l'aménagement d'une piste de tram, sur l'aménagement l'installation de panneaux solaires, sur l'ouverture, l'extension d'un musée, etc. Je pense qu'il faut dédramatiser les scrutins. Dédramatiser les scrutins. Essayez de vous rappeler ou de vous souvenir de cette statistique. Entre 1990 et 2010, c'est-à-dire en 20 ans, on a recensé 2000 votations populaires. 2000 votations populaires. C'est pour ça que quand je vois les journalistes s'extasier sur le fait qu'à Porto Alegre, il y a eu une votation sur l'aménagement d'une piste cyclable sur 1,5 km, en disant c'est vraiment la démocratie citoyenne en action, je me dis que vraiment, ces gens-là sont payés pour mal travailler. Ce sont des gens qui sont paresseux. Voilà. Donc je pense que le rétablissement du pouvoir des citoyens limiterait l'audace de l'exécutif. On n'aurait jamais un « vous discutez, je décide ». Si les citoyens avaient véritablement un pouvoir d'intervention, vous n'auriez jamais quelqu'un qui ose une parole pareille, hein, et qui invoque Jupiter. J'ai rien contre Macron, hein, entendez-moi bien, hein, j'ai rien contre Macron, plutôt sympathique. Je dis simplement que c'est un personnage qui est malheureusement très français, avec toutes ces insuffisances. Je pense que à redonner du pouvoir, à donner le pouvoir aux citoyens, il n'y a aucune raison d'en être effrayé. Je pense qu'il y aurait probablement des sorties de route, probablement il y aurait quelques écarts. Je termine. Mais je pense que ça insufflerait de la subsidiarité dans le fonctionnement politique français, et je pense que c'est absolument, ça serait absolument vital, et surtout, ça annihilerait chez nous le sentiment d'impuissance que nous pouvons avoir vis-à-vis des politiques. Je veux dire, vous allez peut-être voir votre élu une fois par mois, ou une fois par an, une fois tous les 5 ans dans sa boutique, mais c'est le seul contact que vous avez avec lui. Je veux dire, il décide sans... Et je pense qu'avec ces droits populaires, avec une bonne gestion de ces droits populaires, on arriverait probablement à une société beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, une société où les gens se prendraient beaucoup plus en charge, et non pas une société où finalement, vous décidez, vous parlez et je décide, où les gens sont des trolls, sont des personnages, sont des Playmobil, hein, qui sont dépourvus de toute puissance. Voilà. Je vous remercie, je reste à votre disposition pour les questions.